Le management cloué au pilori. Bonjour Jean-Michel Sossois. Bonjour Jean-Philippe Denis. Jean-Michel Sossois, professeur émérite à ESCP Business School. On ne vous présente plus Jean-Michel Sossois. Oui. Et on va parler d'un sujet lourd. Voilà, l'ouvrage de Johan Chapoutot qui a fait beaucoup de bruit. Du buzz comme on dit maintenant. Du buzz comme on dit maintenant. Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui. Édition Gallimard. Alors c'est un livre, en fait c'est un collègue qui m'a alerté, donc je n'étais pas du tout au courant. Le titre ne m'avait pas tellement choqué, parce que libre d'obéir, ce sont les oxymores sur lesquels on est familier. Je vous donne l'ordre d'être autonome, par exemple. Soit spontané. Ou soit spontané, comme on dit, donc c'est une espèce de stratégie paradoxale. C'est le sous-titre qui m'avait plutôt intrigué, parce que j'ai quand même pas mal travaillé sur l'histoire du management, donc c'était une interpellation directe et surtout par un historien de talent. J'ai regardé après son curriculum, premier prix au concours général, agrégé d'histoire, universitaire, très compétent sur le nazisme, et également une volonté, ce qui est assez rare chez les historiens, de faire une analyse compréhensive du nazisme, c'est-à-dire comprendre le nazisme à travers ses propres catégories. Donc je me suis passionné pour ce livre, je suis entré dans ce livre et j'ai vu des thèses, enfin une thèse qui est le nazisme comme moment managérial. Bigre, une thèse quand même assez lourde. Et deuxième thèse, le nazisme comme l'une des matrices. Alors l'historien est quand même assez prudent, l'homme est prudent, Oui, il ne dit pas la matrice. Il dit pas la matrice, il dit l'une des matrices. Ce qui pose quand même un problème sur la définition de la matrice. Mais bon, alors qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Alors, comment l'historien argumente sa méthode historique. Alors, il prend, on est familier dans les écoles de commerce, la méthode des cas. Des cas sur lesquels on est familier. Il prend un cas et il reconstruit l'itinéraire d'un jeune juriste, en fait élève de Carl Schmitt, juriste de droit public, juriste ambitieux, talentueux, passionné de l'histoire militaire, et il reconstitue sa carrière, carrière brillante sous le nazisme, puisque de juriste universitaire, il devient général SS. Quand même, carrière tout à fait étonnante. Il traverse l'après-guerre, il passe à travers les gouttes grâce à son réseau d'anciens nazis, et il se retrouve à la tête ou à la direction d'un centre de formation, le Bad Augsburg, qui forme les cadres supérieurs, allemands. Je note, l'école accueille jusqu'à la mort de son fondateur 600 000 cadres issus des principales sociétés allemandes. Donc voilà sa façon de reconstituer, de faire une espèce de continuité. Disons le fil conducteur, ça va être ce jeune étudiant en droit public qui devient général SS et qui ensuite finit comme directeur d'une école de commerce. Pas d'une école de commerce, mais d'un centre de formation, disons, au management. Alors, problème, c'est là où les problèmes apparaissent. Premier problème pour un historien, c'est que le management est tout à fait antérieur au nazisme, qui est une courte période, une quinzaine d'années. Et il ne faudrait pas faire croire aux industriels de la Ruhr qu'ils ne s'intéressaient pas au management avant le nazisme. Les industriels de la Ruhr étaient familiers des travaux de Taylor, de Ford également.
Ils étaient même admiratifs des travaux de Ford. Et d'ailleurs, entre parenthèses, lequel Ford était également admiratif de Hitler. Bon, il y a une espèce de chassé-croisé assez étonnant. Et quand on regarde les travaux d'historiens comme Yves Cohen, qui lui a fait un travail considérable, 900 pages sur le siècle des chefs. Donc qu'est-ce que c'est que le travail de Yves Cohen? C'est une espèce d'anthropologie de la figure du chef dans différents pays. Les États-Unis, le leadership, l'Allemagne, Führung, la France, le commandement, et puis l'Union soviétique. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette problématique du chef parcourt dès le 19e siècle tous ces pays qui sont dans une logique de rationalisation de l'industrie, découverte de l'organisation scientifique du travail, etc. Autrement dit, ce mouvement de rationalisation précède le nazisme, et Jan Chapoutot a une vision du management extrêmement étroite. Je cite, une réflexion sur les structures de travail, l'attribution des tâches, la définition des compétences et des responsabilités. Moi, je ne vais pas faire un cours de 30 heures, mais il y a une confusion entre organisation et management. Et quand on regarde dans le détail le texte, c'est une réflexion d'un juriste passionné d'histoire militaire et qui s'intéresse au commandement dans l'armée. Et avec cette idée qui l'étonne d'ailleurs, qui est de dire, mais c'est incroyable, finalement, les officiers, sous-officiers laissent du mou dans l'abri, du mou un peu dans la laisse, et la capacité d'initiative sur le terrain au moment où les problèmes se posent. Et alors, il dit, ben voilà, le cœur de la réflexion du management, il est là, c'est-à-dire cette capacité de laisser une espèce de latitude d'action sur le terrain in situ. Alors, ça peut être transformé sous forme de délégation, par exemple, d'autorité, qui sera sa grande argumentation quand il sera dans le centre de formation à Bad Harzburg. Alors voilà l'idée du management chez Chapoutot. Donc c'est une vision incroyablement étroite qui fait fi de toutes les réflexions ici de Fayol en une demi-ligne, alors qu'on sait très bien que Fayol, à l'âge de 75 ans, a pris la peine de faire une réflexion argumentée sur ce que c'est que administrer, on ne parlait pas à l'époque de management, administrer une collectivité au travail. Ça dépasse très largement l'organisation du travail et la coordination des tâches sur le terrain. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, encore plus intriguant, et là je pense que c'est un développement tout à fait intéressant du rapport des nazis à l'État. Les nazis veulent en fait doubler l'État. Et ils doublent l'État par la constitution d'agences. Et alors là, Chapoutot dit, mais c'est absolument incroyable. Finalement, quand le New Public Management parle d'agences administratives, dans les textes, et ils sont là, l'agence administrative, elle est là. En fait, le New Public Management, c'est pas la substitution de l'État, c'est une espèce de vision élargie de mettre du management privé dans le public, ce qui est une absurdité totale. On le voit maintenant dans la crise sanitaire, prendre l'hôpital comme une entreprise est une incroyable une bêtise, moi je dis, ou absurdité dans le raisonnement, c'est ne pas comprendre ce que c'est que la dimension publique d'une organisation et ce que c'est qu'un État. Pour les nazis, les fonctionnaires, c'était des commis du parti. C'était pas les grands commis de l'État. Donc là encore, il y a une autre disons,
C'est pour ça que je dis un historien sur une crête. Moi, je fais un peu de montagne. Quand tu es sur une crête, il y a quand même un risque de tomber, soit d'un côté, soit de l'autre. Et là, c'est très, très difficile de tenir debout sur une crête. Et enfin, un dernier point qui est... alors là, on parlait de Buzz tout à l'heure. Il souligne dans les textes il lit les textes en allemand, ce qui est quand même... Donc, il a passé beaucoup de temps sur ces textes et il dit, mais c'est incroyable, les nazis sont pour la joie par le travail, faire en sorte que les travailleurs se sentent heureux dans une collectivité, mais dit, comme l'inspecteur Bourrel, mais bon sang, bien sûr, Chief Happiness Officer, mais on est là, c'est exactement la même chose. C'est complètement occulter le fait que la joie par le travail chez les nazis, c'était un corps sain pour une race pure, pour des travailleurs germains heureux, dans une société qui serait d'ailleurs pas une société sans État, mais une société dominée par une communauté de race, communauté des Germains, une communauté germanique. Donc là encore, c'est très curieux par rapport à, disons, vis-à-vis que je connais pas, hein, vis-à-vis d'un historien, et donc c'est se poser la question pourquoi sur cette crête tomber d'un côté sur visiblement un domaine qu'il ne connaît pas. Donc pourquoi prendre de tels risques universitaires, sachant qu'on a une place déjà reconnue par ses pairs? Alors ça c'est une de mes intrigues personnelles, qui est tout à fait personnelle comme interrogation. Une de mes réponses, c'est de dire finalement, on est dans l'air du temps, et je ne sais pas si vous avez lu le livre de Helmut Rosa sur la résonance. Et une de mes conclusions en lisant ce travail, qui est fort bien écrit d'un universitaire tout à fait compétent, c'est de dire finalement la corde qui le relie au monde actuel, néolibéralisme, etc., est une corde qui résonne relativement mal dans ses dispositions personnelles en tant qu'universitaire. Et ce malaise-là peut très bien expliquer ce livre. Quand un historien marche sur une ligne de crête, c'est un article paru dans le Libellio, volume 16, série spéciale Coronam, semaine 3, voilà, signé Jean-Michel Sossois, article consacré à l'ouvrage Libre d'obéir de Johann Chapoutot, quand le management du nazisme à aujourd'hui. Merci Jean-Michel Sossois. Merci Jean-Philippe.